conférence de paix sur la Syrie doit donc commencer demain en Suisse. Bachar al-Assad semble en position forte. Sur le terrain, en tout cas, les rebelles sont divisés. Le régime de Damas a certes accepté le démantèlement des armes chimiques les plus dangereuses, mais il continue à larguer des explosifs sur la ville d'Alep et refuse toujours de soigner les blessés des zones rebelles. Et c'est pour venir en aide. Un fort tremblement de terre a secoué le nord de l'Argentine ce matin. Un séisme d'une magnitude de 6,4 sur l'échelle de Richter. La secousse s'est produite vers 2 heures du matin en local. Depuis quelques semaines, TEPCO a commencé à enlever les cœurs des réacteurs d'une des piscines abîmées par l'accident. Les techniciens espèrent avoir fini cette tâche périlleuse à la fin de l'année prochaine pour le démantèlement plus global du site. Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Thundertentronck, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme, il avait le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple. Et c'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Madame la baronne, qui pesait environ dans les 350 livres, s'attirait par là une très grande considération. Sa fille, Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nicologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que dans le seul meilleur des mondes possibles, le château de Monsieur le baron était le plus beau des châteaux, et Madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré que les choses ne peuvent être autrement. Car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Ben oui, remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. Aussi, monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait Mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thundertentronckh, le second degré de bonheur était d'être Mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours, et le quatrième d'entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère. Petite brune très jolie et très docile. Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna tout agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant quelle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait être aussi la sienne. Elle rencontra Candide et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée
Et Candide parla sans savoir ce qu'il disait. Ah ben oui. Le lendemain, après souper, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramassa et lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent et leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Thundertentronckh passa auprès du paravent, et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit. Elle fut souffletée par Madame la baronne aussitôt qu'elle fut revenue à elle-même, et tout fut consterné dans le plus agréable des châteaux possibles. Candide, chassé du paradis terrestre, marcha longtemps sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, les tournant souvent vers le plus beau des châteaux qui renfermait la plus belle des baronnettes. Il se coucha sans souper au milieu des champs, entre deux sillons. La neige tombait à gros flocons. Le lendemain, il se traîna tout transi vers la ville voisine qui s'appelle Aldergozar-Fimon. Or, n'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude, il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Deux hommes en uniforme bleu le remarquèrent. Camarade, voilà un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise. Ah, monsieur, voulez-vous nous faire l'honneur de dîner avec nous? Très volontiers, monsieur, mais je n'ai pas de quoi payer mon repas. Oh, monsieur, les personnes de votre figure et de votre mérite ne payent jamais rien. Ouais. N'avez-vous pas 5 pieds 5 pouces de haut? Oui, monsieur, c'est ma taille. Monsieur, mettez-vous à table. Nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. Vous avez raison. C'est ce que M. Pangloss m'a toujours dit et je vois bien que tout est au mieux. Je vous prie d'accepter ces quelques écus. Volontiers. N'aimez-vous pas tendrement? Oh oui! J'aime tendrement Mademoiselle Cunégonde. Non. Nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares. Point du tout, je ne l'ai jamais vu. Comment? Mais c'est le plus charmant des rois, et il faut boire à sa santé. Très volontiers, monsieur. C'en est assez. Vous voici l'appui, le soutien, le défenseur, le héros des Bulgares. Votre fortune est faite et votre gloire est assurée. On lui met sous le champ les fers aux pieds et on le mène au régiment. On le fait tourner à droite, tourner à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, doubler le pas, coucher en joue, tirer, ramper, romper. Et on lui donne 30 coups de bâton. Le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal. Et il ne reçoit que 20 coups. Le surlendemain, on ne lui en donne que 10. Et il est regardé par tous ses camarades comme un prodige. Candide, tout stupéfait, ne démêlait pas encore trop bien comment il était devenu un héros. Il s'avisa, un beau jour de printemps, de s'aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine comme de l'espèce animale de se servir de ses jambes à son plaisir. Il n'eut pas fait 2 lieues que voilà 4 autres héros de 6 pieds qui l'atteignent, qui le lient et qui le mènent dans un cachot. On lui demande, juridiquement, ce qu'il aime le mieux, d'être fustigé 36 fois par tout le régiment ou
de recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle. Et il eut beau dire que les volontés sont libres et qu'il ne voulait ni l'un ni l'autre, il fallut faire un choix. Il se détermina, en vertu du don de Dieu, qu'on nomme liberté, à passer 36 fois par les baguettes. Il essuya 2 promenades. Le régiment était composé de 2000 hommes. Cela lui composa 4000 coups de baguette qui, depuis la nuque du cou jusqu'au cul, lui découvrirent les muscles et les nerfs. Enfin, comme on allait procéder à la 3e course, Candide, n'en pouvant plus, demanda: De grâce, voulez-vous bien avoir la bonté de me casser la tête? Il obtint cette faveur. On lui bande les yeux. On le fait mettre à genoux. Oh. Le roi des Bulgares passe en ce moment, s'informe du crime du patient, et comme ce roi avait un grand génie, il comprit par tout ce qu'il apprit de Candide que c'était un jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde, et il lui accorda sa grâce. Avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles. Un brave chirurgien guérit Candide en 3 semaines. Il avait déjà un petit peu de peau, et oui, pouvait à peine marcher, quand le roi des Bulgares livra bataille au roi des Avars. Oh, rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les 2 armées. Les trompettes, les hautbois, les tambours, les fifres et les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en ait jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6000 hommes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie ôta les meilleurs du monde, environ 9 à 10 000 coquins qui en affectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Oh, le tout pouvait bien se monter à une trentaine de milliards. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. Enfin, tandis que les 2 rois faisaient chanter chacun dans son camp des téléomes, Il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants, et il gagna d'abord un village voisin. Il était en cendres. oui, c'était un village avare que les Bulgares avaient brûlé, selon les lois du roi public. Ici, des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes. Là, des filles éventrées, après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs. D'autres à demi brûlés criaient qu'on acheva de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupés. Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village. Il appartenait à des Bulgares et les héros avares l'avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres palpitants ou à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites provisions dans son
bancaire quand il fut en Hollande. Mais ayant entendu dire que tout le monde était riche dans ce pays-là, et qu'on y était chrétien, il demanda l'aumône à plusieurs graves personnages qui lui répondirent tous que s'il continuait à faire ce métier, on l'enfermerait dans une maison de correction pour lui apprendre à vivre. Un homme qui n'avait point été baptisé, un bon anabaptiste nommé Jacques, vit la manière cruelle et ignominieuse dont on traitait ainsi un de ses frères, un être à 2 pieds, sans plume, et qui avait une âme. Il l'emmena chez lui donna du pain et de la bière, lui fit présent de 2 florins, et voulut même lui apprendre à travailler dans ses manufactures, aux étoffes de Perse, qu'on fabrique en Hollande. Maître Pangloss m'a toujours dit que tout est au mieux dans ce monde. Et je suis infiniment touché de votre extrême générosité. Le lendemain, en se promenant, il rencontre un gueux tout couvert de pustules. Les yeux morts, le bout du nez rongé, les dents noires, la bouche de travers, parlant de la gorge, tourmenté d'une toux violente et crachant une dent à chaque effort. Hélas, ne reconnaissez-vous pas votre cher Pangloss? Quoi? C'est vous? Vous, mon cher maître? Vous, dans cet état horrible? Mais quel malheur vous est-il donc arrivé? Pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau des châteaux? Qu'est devenue mademoiselle Cunégonde? La perle des filles, le chef-d'œuvre de la nature? J'en peux plus. Eh bien, Cunégonde! Elle est morte. Cunégonde est morte. Meilleur des mondes, où êtes-vous? Mais de quelle maladie est-elle morte? Ne serait-ce point de m'avoir vu chasser du beau château de monsieur son père avant coup de pied dans le derrière? Non, pas vraiment. Elle a été montrée par des soldats bulgares après avoir été violée autant qu'on peut l'être. Ils ont cassé la tête à monsieur le baron qui voulait la défendre. Madame la baronne a été coupée en morceaux. Mon pauvre pupille, le fils du baron, traité précisément comme sa sœur. Et quant au château, il n'en est pas resté pierre sur pierre. Pas une ange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre. Mais nous avons été bien vengés car les avares en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à des seigneurs bulgares alors. Mais dites-moi, mon cher Pangloss, qui vous a mis dans un si piteux état? Et là, c'est l'amour. L'amour, le consolateur du genre humain, le conservateur de l'univers, l'âme de tous les êtres sensibles, le tendre amour. Hélas, je l'ai connu cet amour, ce souverain des cœurs, cette âme de notre âme. Il ne m'a jamais valu qu'un baiser et 20 coups de pied au cul. Mais comment cette belle cause a-t-elle pu produire en vous un effet si abominable? Mon cher Candide, vous avez connu Paquette, cette jolie suivante de notre auguste baronne? Eh bien, j'ai goûté dans ses bras les délices du paradis qui ont produit ces tourments d'enfer dont vous me voyez dévoré. Elle en était infectée. Elle en est peut-être morte. Paquette tenait ce présent d'un cordelier très savant qui avait remonté à la source, car il avait eu d'une vieille comtesse qui l'avait reçu d'un capitaine de cavalerie, qui le devait à une marquise, qui le tenait d'un page, qui l'avait reçu d'un jésuite, qui, étant novice,
l'avait-tu en droite ligne d'un des compagnons de Christophe Colomb. Pour moi, je ne donnerai à personne, car je me meurs. Voilà une étrange généalogie. N'est-ce pas le diable qui en fut la souche? Point du tout. C'était une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire. Car si Christophe Colomb n'avait pas attrapé cette maladie, nous n'aurions ni le chocolat ni la cochonille. Or, c'est une maladie très répandue dans ces vastes armées composées d'honnêtes mercenaires bien élevés qui décident du destin de nos États. On peut assurer que quand 30 000 hommes combattent en bataille rangée, des troupes égales en nombre, il y en environ 20 000 vérolés de chaque côté. Voilà qui est admirable, mais il faut vous faire guérir. Hein. Et comment le puis-je? Je n'ai pas le sou, mon ami. Et dans toute l'étendue de ce globe, on ne peut ni se faire saigner, ni prendre un lavement sans payer. Il semble qu'il y ait quelqu'un qui paye pour vous. Ce dernier discours détermina Candide. Il alla se jeter aux pieds de son charitable anabaptiste Jacques et lui fit une peinture si touchante de l'état dans lequel son ami était réduit que le bonhomme n'hésita pas à recueillir le docteur Pangloss. Il le fit guérir à ses dépens. Pangloss, dans la cure, ne perdit qu'un œil et une oreille. Il écrivait bien et savait parfaitement l'arithmétique. Aussi, l'anabaptiste Jacques en fit son teneur de livres. Au bout de 2 mois, étant obligé d'aller à Lisbonne pour les affaires de son commerce, il mena sur son vaisseau ses 2 philosophes. Pangloss lui expliqua comment tout était on ne peut mieux. Jacques n'était pas de cet avis. Et il faut bien que les hommes aient un peu corrompu la nature, car ils ne sont point nés loups, et ils sont devenus loups. Dieu ne leur a donné ni canon, ni baïonnettes, et ils se sont fait des canons et des baïonnettes pour se détruire. Tout cela était indispensable. Et les malheurs particuliers font le bien général. De sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. Tandis qu'il raisonnait, l'air s'obscurcit, les vents soufflèrent des 4 coins du monde, et le vaisseau fut assali de la plus horrible des tempêtes, à la vue du port de Lisbonne. La moitié des passagers, affaiblis et expirants, n'avaient pas même la force de s'inquiéter du danger. L'autre moitié jetait des cris, faisait des prières. Les voiles étaient déchirées, les mâts brisés, le vaisseau entrouvert. Travail équilibré, personne ne s'entendait, personne ne commandait. L'anabaptiste était un peu à la manœuvre. Il était sur le tillac. Un matelot furieux le frappe rudement. Et les dents sur les planches. Mais du coup qu'il lui donne, il lui met une si violente secousse qu'il tomba hors du vaisseau la tête la première. Il reste suspendu et accroché à une partie du mât rompu. Le bon Jacques court à son secours, l'aide à le remonter, et de l'effort qu'il fait, il est précipité dans la mer, à la vue du matelot qui le laisse périr. Sans daigner seulement les regarder. Candide approche, voit son bienfaiteur préparer un moment, il y est englouti pour jamais. Il veut se jeter après lui dans la mer. Le philosophe Pangloss l'en empêche en lui prouvant que la rade de Lisbonne avait été formée exprès pour que cet anabaptiste s'y noyât. Tandis qu'il le prouvait a priori, le vaisseau s'entrouvre. Tout périt, à l'exception de Pangloss et de Candide. Ils nagèrent heureusement jusqu'au rivage. Quand ils furent revenus un peu à eux,
marchèrent vers Lisbonne. Il leur restait quelque argent avec lequel ils espéraient se sauver de la faim après avoir échappé à la tempête. Après, ils ont filé le pied dans la ville. Ils sentent la terre trembler sous leurs pas. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques. Les maisons s'écroulent. Remplis d'habitants, de tout âge et de tout sexe, sont écrasés sous les ruines. Mais quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène, Disait Pangloss, et Candide s'écriait: Me voici le dernier jour du monde! Quelques éclats de pierre avaient blessé Candide. Il était étendu dans la rue et couvert de débris. Ah! Ah! Hélas, Pangloss! Procure-moi un peu de vin et d'huile. Je me meurs. Ce tremblement de terre n'est pas une chose nouvelle. La ville de Lima éprouva les mêmes secousses en Amérique l'année passée. Même cause, mêmes effets. Il y a très certainement une traînée de soufre sous la terre depuis Lima jusqu'à Lisbonne. Rien n'est plus probable. Mais pour Dieu, un peu d'huile et de vin. Comment probable? Je soutiens que la chose est démontrée. Car enfin, tout ceci est ce qu'il y a de mieux. Car s'il y a un volcan à Lisbonne, il ne pouvait être ailleurs. Car il est impossible que les choses ne soient pas où elles sont. Car tout est bien. Apparemment que monsieur ne croit pas au péché originel, car si tout est au mieux, il n'y a donc eu ni chute ni punition. Je demande très humblement pardon à votre excellence, car la chute de l'homme et la malédiction entraient nécessairement dans le meilleur des mondes possibles. Ah, monsieur ne croit donc pas à la liberté? Alors là, votre excellence m'excusera, la liberté peut subsister avec la nécessité absolue, car il était nécessaire que nous fussions libres. Car enfin, la volonté déterminée que... Après le tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel autodafé. Il était décidé par l'université de Coïmbre que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. On vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour l'avoir écouté d'un air d'approbation. Ils furent tous deux revêtus de San Benito et on orna leur tête de mitres de papier. Ils marchèrent en procession ainsi vêtus et entendirent un sermon très pathétique suivi d'une belle musique en faux bourdon. Candide fut fessé en cadence tandis qu'on chantait et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable. Supplicié mais vivant, Candide s'en allait, se soutenant à peine, prêché, fessé, absous et béni. Une vieille lavande et lui dit: Mon fils, prenez courage et suivez-moi. Elle le prend sous le bras et marche avec lui dans la campagne. Ils arrivent à une maison isolée. La vieille mène Candide par un escalier dérobé dans un cabinet d'hôtel et le laisse
sur un canapé de brocart. Je crois rêver. Toute ma vie passée n'a été qu'un songe funeste. Seul le moment présent est un songe agréable. La vieille reparaît. Elle soutient avec peine une femme tremblante, d'une taille majestueuse, brillante de pierreries et couverte d'un voile. Le jeune homme approche. Il lève le voile d'une main timide. Il lève le voile d'une main timide. Il lève le voile d'une main timide. Quoi? C'est vous, Cunégonde? Vous vivez? Je vous retrouve au Portugal. Vous n'avez donc pas été violé? On ne vous a point fendu le ventre comme le philosophe Pangloss me l'avait assuré. Si fait. Mais on n'a pas toujours tous ces deux accidents. Et votre père et votre mère ont-ils été tués? Il n'est que trop vrai. Et votre frère? Mon frère a été tué aussi. Et pourquoi êtes-vous au Portugal? Et comment avez-vous su que j'y étais? Et par quelle étrange aventure m'avez-vous fait conduire dans cette maison? Écoutez mon histoire. J'étais dans mon lit et je dormais profondément quand il plut au ciel d'envoyer mes regards dans notre beau château de Tundertentonk. Ils égorgèrent mon père et mon frère, coupèrent ma mère par morceaux. Un grand Bulgare, voyant que j'avais perdu connaissance, se mit à me violer. Cela me fit revenir et je me débattis. Le brutal me donna un coup de couteau dans le flanc gauche, dont je porte encore la marque. Hélas, j'espère bien la voir. Oui, vous la verrez, vous la verrez. Mais continuons. Et continuez. Un capitaine bulgare entra. Le soldat ne se dérangeait pas. Le capitaine se mit en colère du peu de respect que lui témoignait ce brutal et le tua sur mon corps. Il m'emmena prisonnière. Il me trouvait fort jolie, il faut l'avouer, et je ne nierai pas qu'il me fut très bien fait, mais qu'il n'eut la peau blanche et douce. D'ailleurs, peu d'esprit. Oh non, 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 peu de philosophie. Hein. On voyait bien qu'il n'avait pas été élevé par le docteur Pangloss. Au bout de 2 mois, ayant perdu tout son argent et s'étant dégoûté de moi, il me vendit à un juif nommé Don Issachar. Ce juif s'attacha beaucoup à ma personne, mais il ne pouvait en triompher. Hein. Ah non, je lui ai mieux résisté qu'au capitaine bulgare. Vous savez, une personne d'honneur peut être violée une fois, mais sa vertu s'en affermit. Don Issachar me mena dans cette maison de campagne que vous voyez. Un jour, le grand inquisiteur aperçut à la messe. Bon, il me lorgna beaucoup. On proposa de sa part à Don Issachar de me céder à Monseigneur. Mon juif, intimidé, conclut un marché par lequel la maison et moi leur appartiendraient à tous deux en commun. Que le juif aurait pour lui les lundis, mercredis et jours de Shabbat, et que l'inquisiteur aurait tous les autres jours de la semaine. Enfin, il plut à Monseigneur l'inquisiteur de célébrer un autre d'affaires. Il me fit l'honneur de m'y inviter. Et quelle fut ma surprise lorsque je vous vis, dépouillé, tout nu. Oh, ce fut là le couple de l'horreur, de la consternation, du désespoir. Je vous dirai à la vérité que votre peau est encore plus blanche et d'un incarnat plus parfait que celle de mon capitaine des Bulgares. Oh, mettons-nous, ma belle Cunégonde, sur ce beau canapé. À ce moment,
par l'escalier dérobé, monter le juif Don Issachar. Qui êtes-vous? Eh bien, les juifs Don Issachar. Les seuls maîtres de la maison. Que voulez-vous? Il est tu, c'est les jours des Shabbats. Je viens jouir de mes droits et expliquer mon tendre amour à ma belle Cunégonde. Sortez! Quoi? Chienne était galiléenne. Ce n'est pas assez, monseigneur l'inquisiteur. Il faut que ces coquins partagent aussi avec moi. Je tire mon long poignard dont j'ai fait toujours peur. Je tire mon épée. Quoique j'ai les mœurs fort douces. Et je vous étends, l'Israélite. Raide mort au pied de la belle Cunégonde. Mettons-nous, ma belle Cunégonde, sur ce beau canapé dont on a déjà parlé. À ce moment, par l'escalier dérobé, montez, monseigneur le grand inquisiteur. Qui êtes-vous? Monseigneur le grand inquisiteur, le seul maître de la maison. Que voulez-vous? Il est 1 heure après minuit. C'est le commencement du dimanche. Ce jour m'appartient. Je viens jouir de mes droits et expliquer mon tendre amour à ma belle Cunégonde. Sortez! Vous me surprenez, monsieur. Ne lui donnons pas le temps de revenir de sa surprise. Raisonnons nettement et rapidement. Si ce saint homme appelle du secours, il me fera infailliblement brûler. Il est mon rival, je suis en train de tuer. Il n'y a pas à balancer. Je le perce d'outre en outre. Et le jette à côté du juif. Comment avez-vous fait? Vous qui êtes si doux pour tuer en 2 minutes un juif et un prélat? Ma belle demoiselle, quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l'inquisiteur, on ne se connaît plus. Aussitôt, Candide cède 3 sous. Cunégonde, la vieille et lui font 30 000 d'une traite. Enfin, ils arrivent à Cadix. On y équipait une flotte et on y rassemblait des troupes pour punir les révérends pères jésuites du Paraguay qu'on accusait d'avoir fait révolter une de leurs hordes contre les rois d'Espagne et de Portugal. Candide, ayant servi chez les Bulgares, fit l'exercice bulgarien devant le général de la petite armée avec tant de grâce, d'agilité, de fierté et de sévérité qu'on lui donna une compagnie d'infanterie à commander. Le voilà capitaine. Il s'embarque avec mademoiselle Cunégonde, la vieille, 2 valets et les 2 chevaux andalous qui avaient appartenu à monsieur le grand inquisiteur du Portugal. Pendant toute la traversée, ils raisonnèrent beaucoup sur la philosophie du pauvre Pangloss. Nous allons dans un autre univers. C'est dans celui-là sans doute que tout est bien. C'est certainement le nouveau monde qui est le meilleur des univers possibles. Le vaisseau avançait, on aborda dans Buenos Aires. Cunégonde, le capitaine Candide et la vieille allèrent chez le gouverneur Don Fernando Rivera, y Figueroa, y Mascareñas, y Lamporros, y Sousa. Ce seigneur avait une fierté convenable. Un homme qui portait tant de noms. Il aimait les femmes à la fureur. La première chose qu'il fit fut de demander si Cunégonde n'était point la femme du capitaine. Mademoiselle Cunégonde doit me faire l'honneur de m'épouser. Et nous supplions votre excellence de daigner faire notre noce. Don Fernando Rivera y Figueroa y Mascareñas y Lamporros y Sousa, relevant sa moustache,
Eustache sourit amèrement et ordonna au capitaine Candide d'aller faire la revue de sa compagnie. Candide obéit. Le gouverneur demeura seul avec mademoiselle Cunégonde. Il lui déclara sa passion et lui protesta que le lendemain, il l'épouserait à la face de l'église. Ou autrement, ainsi qu'il plairait à ses charmes. Avec Cunégonde, il demanda quand même un petit quart d'heure pour se recueillir, pour consulter la vieille et pour se déterminer. Tandis que la vieille parlait, on vit entrer dans le port un petit vaisseau transportant un juge et des soldats du roi. La fuite de Cunégonde et de Candide était déjà connue. On poursuivait les meurtriers de Monseigneur le grand inquisiteur. La prudente vieille vit dans l'instant tout ce qui était à faire. Vous ne pouvez fuir, dit-elle à Cunégonde, et vous n'avez rien à craindre. Ce n'est pas vous qui avez tué Monseigneur le grand inquisiteur. Et d'ailleurs, le gouverneur qui vous aime ne souffrira pas qu'on vous maltraite. Demeurez. Elle court sur le champ à Candide. Fuyez, ou dans une heure vous allez être brûlés. Il n'y avait pas un moment à perdre. Mais comment se séparer de Cunégonde? Et où se réfugier? Candide avait amené de Cadix un valet, tel qu'on en trouve beaucoup sur les côtes d'Espagne et dans les colonies. C'était un quart d'Espagnol, né d'un métis dans le Tucuman. Il avait été enfant de chœur, sacristain, matelot, moine, facteur, soldat, laquais. Il s'appelait Cacambo et aimait fort son maître parce que son maître était un fort bonhomme. Il selle au plus vite les 2 chevaux andalous. Allons, mon maître, suivons les conseils de la vieille. Partons et courons sans regarder derrière nous. Chut, arriva! Oh, ma chère Cunégonde, faut-il vous abandonner dans le champ que monsieur le gouverneur va faire nos noces? Cunégonde, amenée de si loin, que deviendrez-vous? Mais elle deviendra ce qu'elle pourra. Les femmes ne sont jamais embarrassées d'elles-mêmes. Dieu y pourvoit. Courons! Où me mènes-tu? Où allons-nous? Que ferons-nous sans Cunégonde? Par Saint-Jacques de Compostelle, vous alliez faire la guerre aux jésuites. Avançons. Vous allez être les plus heureux de tous les hommes. Quel plaisir au long de les pères, quand ils sauront qu'il leur vient un capitaine qui sait l'exercice bulgare. En effet, dès leur arrivée, les 2 étrangers sont introduits au milieu de 2 files de soldats. Comme l'avait prédit Cacambo, le révérend père provincial, apprenant que Candide était allemand, ils furent aussitôt introduits dans un cabinet de verdure, où un excellent déjeuner était préparé dans des vases d'or. Le révérend père commandant entra dans la fenêtre. Sie sind Deutsch? Jawohl! Ah, gut. De quel pays d'Allemagne êtes-vous? Et de la sale province de Westphalie. Je suis né dans le château de Thundertentronk. Ciel, est-il possible? Quel miracle! Serait-ce fou? Ce n'est pas possible. Serait-ce vous, mon révérend père? Vous qui fûtes tué par les Bulgares? Vous, le frère de mademoiselle Cunégonde? Vous, le fils du baron? Vous, jésuite au Paraguay? Il faut avouer que ce monde est une étrange chose. Oh, Pangloss, que vous seriez aise si vous n'aviez pas été pendu. Merci, mon Dieu. Merci, Saint Ignace. Merci 1000 fois. Vous seriez bien plus étonné, plus attendri, plus hors de vous-même, si je vous disais
que votre sœur, mademoiselle Cunégonde, que vous avez cru éventrer, est pleine de santé? Où? Dans votre voisinage, chez monsieur le gouverneur de Buenos Aires? Peut-être et nous pourrons, ensemble, mon cher Candide, entrer en vainqueur dans la ville et répondre ma sœur Cunégonde. C'est tout ce que je souhaite, car je comptais l'épouser, et je l'espère encore. Fou, insolent, vous seriez l'impudence d'épouser ma sœur qui a 60 et tous ces quartiers de noblesse. Je vous trouve bien effronté d'oser me parler d'un dessein si téméraire. Mon révérend père, tous les quartiers du monde n'y font rien. J'ai sauvé votre sœur des bras d'un juif et d'un inquisiteur. Elle m'a assez d'obligations. Elle veut m'épouser. Maître Pangloss m'a toujours dit que les hommes sont égaux. Et assurément, je l'épouserai. C'est ce que nous ferons. Coquin, je te donne un bon coup du plat de mon épée sur ton visage. Ah, je tire la mienne et je l'enfonce jusqu'à la garde dans ton ventre, le baron jésuite. Ah, je la retire toute fumante. Hélas, mon Dieu, j'ai tué mon ancien maître, mon ami, mon beau-frère. Je suis le meilleur homme du monde et voilà déjà 3 hommes que je tue. Et dans ces 3, il y a 2 prêtres. Il ne nous reste qu'à vendre cher notre vie. Il faut mourir les armes à la main. Cacambo qui faisait sentinelle a couru. Il en avait bien vu d'autres. Il perdit point la tête. Il prit la robe de Jésus que portait le baron et la mit sur le corps de Candide. Tout cela se fit en un clin d'œil. Galopons, mon maître. Tout le monde vous prendra pour un jésuite qui va donner des ordres. Place, place pour les révérends pères et colonels. Arriva. Ils s'enfoncèrent avec leurs chevaux andalous dans un pays inconnu. Enfin, une belle prairie entrecoupée de ruisseaux se présente devant eux. Cacambo propose à son maître de manger et lui en donne l'exemple. Comment veux-tu que je mange du jambon quand j'ai tué le fils de monsieur le baron et que je me vois condamné à ne revoir la belle Cunégonde de ma vie? À quoi me servira de prolonger mes misérables jours si je dois les traîner loin d'elle, dans les remords et dans les désespoirs? Le soleil se couchait. 2 filles toutes nues couraient légèrement au bord de la prairie. 2 singes les suivaient en leur mordant les fesses. Candide prend son fusil et tue les 2 singes. Ah. Dieu soit loué, mon cher Cacambo. J'ai délivré d'un grand péril ces 2 pauvres créatures. Ah ben si j'ai commis un péché en tuant un jésuite et un inquisiteur, je l'ai bien réparé en sauvant la vie à ses filles. Ce sont peut-être 2 demoiselles de condition. Et cette aventure peut me procurer de très grands avantages dans le pays. Et que font-elles? Elles embrassent tendrement les 2 singes. Je ne m'attendais pas à tant de bonté d'âme. Ah, vous avez fait là un beau chef-d'œuvre, mon maître. Vous venez d'étouer les amants de ces demoiselles. Leurs amants? Serait-il possible? Vous vous moquez de moi, Cacambo. Le moyen de vous croire. Mon cher maître, vous êtes toujours étonné des tout. Pourquoi trouvez-vous si étrange que dans quelques pays, il y ait des singes qui obtiennent les bonnes grâces des dames?
Ils sont des quarts d'hommes, comme il est une carte espagnole. Hélas, je me souviens d'avoir entendu dire à Maître Pangloss qu'autrefois, pareil accident était arrivé, mais je prenais cela pour des fables. Eh bien, vous devez être convaincu à présent que c'est une vérité. Et que vous voyez comment nous, les personnes qui n'ont pas reçu une certaine éducation. Tout ce que je crains, c'est que ces dames ne nous fassent quelque méchante affaire. Ces réflexions solides engagèrent Candide et Cacambo à quitter la prairie et à s'enfoncer dans un bois. Ils s'endormirent sur de la mousse. Au milieu de la nuit, les Oreillons, habitants du pays à qui les deux dames les avaient dénoncés, les avaient garrottés. Ils étaient entourés d'une 50aine d'Oreillons tout nus, armés de flèches, de mafieux et de haches de cailloux. Les uns faisaient bouillir une grande chaudière, et les autres préparaient des broches. C'est une jésuite. C'est une jésuite. Nous serons vengés. Nous serons vengés. Mangeons du Jésus. Mangeons du Jésus. Ah bah, je vous l'avais bien dit, mon chalet, contre cette défi, nous voulons du bon et tout. Nous allons certainement être rôtis ou bouillis. Que dirait Maître Pangloss s'il voyait comme la pure nature est faite? Tout c'est bien, soit. Mais j'avoue qu'il est bien cruel d'avoir perdu Mademoiselle Cunégonde et d'être mise à la broche par les Oreillons. Ne désespérez de rien. Je connais un petit peu le jargon de ces peuples. Je vais leur parler. Ne manquez pas de leur représenter quelle est l'inhumanité affreuse de faire cuire des hommes. Et combien cela est peu chrétien. Vous comptez donc manger aujourd'hui 12 Jésus. C'est très bien fait. Rien n'est plus juste que de traiter ainsi ses ennemis. En effet, les droits naturels nous enseignent à tuer notre prochain. Et certainement, il vaut mieux manger ses deux ennemis que d'abandonner au corbeau ou au corneille les fruits de sa victoire. Mais monsieur, vous ne voudriez pas manger vos amis. Vous croyez aller mettre une jésuite en broche et c'est votre défenseur. C'est l'ennemi de vos ennemis que vous allez rôtir. Pour moi, je suis né dans votre pays. Et monsieur, que vous voyez, est mon maître. Et bien loin d'être une jésuite, il vient de tuer une jésuite. Il emporte les habits. Voilà le sujet de votre méprise. Pour vérifier ce que je vous dis, prenez sa robe et informez-vous si mon maître n'a pas tué un officier jésuite. Les Oreillons députèrent deux notables qui revinrent bientôt apporter de bonnes nouvelles. Il n'est point jésuite, il n'est point jésuite. On délivra les deux prisonniers. En s'enfuyant vers la Cayenne, Candide et son valet Cacambo découvrirent par hasard le merveilleux royaume d'Eldorado, où la terre est de l'or et où les cailloux sont des pierres précieuses, pays de tolérance, de liberté, d'abondance, où les prisons et les prêtres n'existent pas. Tout le monde y vivait parfaitement heureux.
Mais Candide, ayant appris que Cunégonde était devenue la maîtresse favorite du gouverneur de Buenos Aires, il préféra quitter l'Eldorado. À son départ, on lui fit donc de trésors inestimables. Oh! 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 Cacambo! 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 Voici, mon cher ami, ce qu'il faut que tu fasses. Cacambo, nous avons chacun dans nos poches pour 5 ou 6 millions de diamants. Tu es plus habile que moi. Va prendre mademoiselle Cunégonde à Buenos Aires. Si le gouverneur fait quelques difficultés, donne-lui 1 million. S'il ne se rend pas, donne-lui en 2. J'équiperai un autre vaisseau. J'irai t'attendre à Venise. C'est un pays libre, où l'on n'a rien à craindre, ni des Bulgares, ni des Avars, ni des inquisiteurs. Cacambo partit le jour même. C'était un très bon homme que ce Cacambo. Candide acheta tout ce qui lui était nécessaire pour faire un long voyage. Monsieur Vanderdendure, maître d'un gros vaisseau, vint se présenter pour lui. Monsieur, combien voulez-vous d'argent pour me mener en voiture à Venise? Moi, mes gens, mon bagage et les 2 mâles que voilà. Le patron s'attarda à 10 000 piastres. Candide n'hésita pas. C'est étrange, dans 10 000 piastres tout d'un coup, il faut qu'il soit bien riche. Puis, revenant un moment après, il signifia qu'il ne pouvait pas partir à moins de 20 000 piastres. Eh bien, vous les aurez. Ça prendra 20 000 piastres aussi aisément que 10 000. Et j'en suis vraiment désolé, mais je ne peux vous conduire à moins de 30 000 piastres. Vous en aurez donc 30 000. 30 000 piastres ne coûtent rien ce temps-ci. Sans doute, les 2 moutons portent des trésors, les 2 mâles portent des trésors immenses. N'insistons pas davantage. Faisons payer d'abord les 30 000 piastres et puis nous verrons. Les 2 mâles furent embarqués à bord du vaisseau. Candide suivait dans un petit canot pour rejoindre le navire ancré à la rade. Monsieur Vanderdendure prend son temps, mais à la voile, démarre, le vent le favorise, et Candide éperdu et stupéfait le perd bientôt de vue. Hélas, voilà un tour digne de l'ancien monde. Candide venait de perdre de quoi faire la fortune de 20 monarques. La méchanceté des hommes se présentait à son esprit dans toute sa laideur. Il ne se nourrissait que d'idées tristes. Enfin, Un vaisseau français étant sur le point de partir pour Bordeaux, Candide s'y embarqua. Il y fit la connaissance d'un pauvre savant qui avait travaillé 10 ans pour les libraires à Amsterdam. Il jugea qu'il n'y avait point de métier au monde dont on dût être plus dégoûté. Ce savant qui s'appelait Martin avait été volé par sa femme, battu par son fils et abandonné de sa fille qui s'était fait enlever par un Portugais. Il venait de perdre un petit emploi duquel il subsistait. À quelle fin ce monde a-t-il donc été formé? pour nous faire enrager. Et vous, mon cher Martin, que pensez-vous du mal moral et du mal physique? La vérité, monsieur, est qu'en jetant la vue sur ce globe, ou plutôt sur ce globule, je pense que Dieu l'a abandonné à quelque être malfaisant. Croyez-vous que les hommes se soient toujours mutuellement massacrés comme ils font aujourd'hui? Qu'ils aient toujours été menteurs, fourbes, perfides, ingrats, faibles, volages, lâches, envieux, gourmands, ivrognes, avares, ambitieux, sanguinaires, calomniateurs, débauchés, fanatiques, hypocrites et sots? Croyez-vous que les éperviers aient toujours mangé des pigeons quand ils en ont trouvé? Oui, sans doute. Si les éperviers ont toujours eu le même caractère, pourquoi voulez-vous que les hommes aient changé de leur?
Il y a bien de la différence, car le libre arbitre... En raisonnant ainsi, ils arrivèrent à Bordeaux. Candide ne s'arrêta dans Bordeaux qu'autant de temps qu'il en fallait pour vendre quelques cailloux du Dorado, et, toujours accompagné de son philosophe Martin, se dirigea vers Paris. Il y fit la connaissance d'un petit abbé Périgourdin. C'est l'un de ces gens pressés, toujours alertes, toujours serviables, effrontés, caressants, accommodants, qui guettent les étrangers à leur passage, leur content l'histoire scandaleuse de la ville et leur offrent des plaisirs à tout bout. Candide, qui était naturellement curieux, se laissa mener chez une marquise au fond du faubourg Saint-Honoré. Le souper fut comme la plupart des soupers de Paris. D'abord du silence, ensuite un bruit de paroles qu'on ne distingue point, puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique et beaucoup de médisance. Après le souper, la marquise mena Candide dans son cabinet et le fit asseoir sur un canapé. Vous aimez toujours très rudiment mademoiselle Cunégonde de Thunderteltronck? Oui, madame. Ah, vous me répondez comme un jeune homme de Westphalie. Un Français m'aurait dit, il est vrai, que j'ai aimé mademoiselle Cunégonde, mais on vous voit dans ma table. Je crains de ne la plus aimer. Hélas, madame, je répondrai comme vous voudrez. Votre passion pour elle a commencé en ramassant son mouchoir. Je veux que vous ramassiez ma charretière. De tout mon cœur. Mais je veux que vous me la remettiez. Voyez-vous, vous êtes étranger. Je fais parfois languir mes amants de Paris 15 jours, mais je me rends à vous dès la première nuit. Car il faut faire les honneurs de son pays, un jeune homme de Westphalie. La belle, ayant aperçu deux énormes diamants aux deux doigts de son jeune étranger, les loua de si bonne foi que des doigts de Candide, ils passèrent aux doigts de la marquise. Candide, en se tournant vers son abbé Périgourdin, sentit quelques remords d'avoir fait une infidélité à mademoiselle Cunégonde. L'abbé Périgourdin redoublait de politesse et d'attention. Vous avez donc, monsieur, un rendez-vous à Venise? Oui, je dois aller y attendre mademoiselle Cunégonde. Je crois que mademoiselle Cunégonde a bien de l'esprit, et qu'elle écrit des lettres charmantes. Je n'en ai jamais reçu. Ah. Car figurez-vous qu'ayant été chassé du château pour l'amour d'elle, je ne puis lui écrire. Oh. Que bientôt après, j'appris qu'elle était morte. Oh. Qu'ensuite, je la retrouvai. Ah. Et que je la perdis. Oh. Et que je lui ai envoyé à 2500 lieues d'ici un express dont j'attends la réponse. Le lendemain, Candide reçut une lettre. Monsieur, mon très cher amant, voilà plus de 8 jours que je suis malade en cette ville et j'apprends que vous y êtes. Je volerais dans vos bras si je pouvais venir. Le gouverneur de Buenos Aires m'a tout pris, mais il me reste votre cœur. Venez. Votre présence me rendra la vie ou me fera mourir de plaisir. Cunégonde. Cette lettre charmante transporta Candide d'une joie inexprimable. Et la nouvelle de la maladie de sa chère Cunégonde l'accabla de douleur. Partagé entre ces deux sentiments, il se fait conduire avec Martin à l'hôtel où mademoiselle Cunégonde demeure. Il entre en tremblant d'émotion. Il veut ouvrir les rideaux du lit. Gardez-vous-en bien, Lui dit la suivante. la lumière la tue. Comment vous portez-vous? Si vous ne pouvez me voir, parlez-moi du moins. Ah non, elle ne peut parler, dit la suivante. La dame sort alors du lit une main potelée
que Candide arrose longtemps de ses larmes, puis qu'il remplit de diamants en laissant un sac plein d'or. Au milieu de ces transports arrive un sergent, suivi de l'abbé Périgourdin et d'une brigade. Voici donc les deux étrangers suspects. Saisissez-les sur le champ et jetez-les en prison. Martin, ayant repris son sang-froid, jugea que la dame qui se prétendait Cunégonde était une friponne, l'abbé Périgourdin un fripon qui avait abusé au plus vite de l'innocence de Candide, et le sergent un autre fripon dont on pouvait aisément se débarrasser. Candide, éclairé par son conseil et d'ailleurs toujours impatient de revoir la véritable Cunégonde, propose alors au sergent 3 petits diamants d'environ 3000 pistoles chacun. « Oh, monsieur !» lui dit l'homme au bâton d'ivoire. « Eussiez-vous commis tous les crimes imaginables, vous êtes le plus honnête homme du monde. 3 diamants chacun de 3000 pistoles. Mais monsieur, mais je me ferais tuer pour vous plutôt que de vous mener dans un cachot. » « Au nom de Dieu, sergent, menez-moi à Venise, où je dois attendre mademoiselle Cunégonde. » Aussitôt le sergent le libère, dit qu'il s'est mépris, renvoie ses gens et emmène à Dieppe Candide et Martin. De Dieppe, ils embarquèrent sur un petit vaisseau hollandais qui les conduisirent à Venise. Dès qu'il fut à Venise, Candide fit chercher Cacambo dans tous les cabarets, dans tous les cafés, chez toutes les filles de joie, et ne le trouva point. Il envoyait tous les jours à la découverte de tous les vaisseaux, de toutes les parties. Nulle nouvelle de Cacambo. Quoi? J'ai eu le temps de passer de Suriname à Bordeaux, de Bordeaux à Paris, de Paris à Dieppe, de côtoyer l'Espagne et le Portugal, de traverser toute la Méditerranée, de passer plusieurs mois à Venise, et la belle Cunégonde n'est point venue. Et je n'ai rencontré au lieu d'elle qu'une drôlesse et un abbé Périgourdin. Cunégonde est morte, sans doute. Je n'ai plus qu'à mourir. Que vous avez raison, mon cher Martin. Tu n'es qu'illusion et calamité. Vous êtes bien simple en vérité, de vous figurer qu'un valet métis qui a 5 ou 6 millions dans ses poches ira chercher votre maîtresse au bout du monde et vous l'amènera à Venise. Il la prendra pour lui. Il la trouve. Si je la trouve pas, il en prendra une autre. Je vous conseille d'oublier votre maîtresse Cunégonde et votre valet Cacambo. Vous n'êtes pas consolant, mon cher Martin. Je ne cesse de vous prouver qu'il y a peu de bonheur et peu de vertu sur cette terre. Mon maître! Cacambo! Soyez prêts à partir. Cunégonde est ici, sans doute. Mets-moi vers elle, que je meure de joie avec elle. Cunégonde n'est point ici, elle est à Constantinople. Ah, ciel, à Constantinople. Mais, fut-elle à la Chine? J'y vole, partons. Mais dis-moi, que fait-elle? Est-elle toujours un prodige de beauté? M'aime-t-elle toujours? Comment se porte-t-elle? Tu lui as sans doute acheté un palais à Constantinople. Et mon cher maître, Cunégonde lave les écouelles sur le bord de la Propontide chez un prince qui a très peu d'écouelles. Mais ce qui est bien plus triste, c'est qu'elle a perdu sa beauté et qu'elle est devenue horriblement laide. Ah, belle ou laide, je suis honnête homme, et mon devoir est de l'aimer toujours. Mais comment peut-elle être réduite à un état si abject avec les 5 ou 6 millions que tu avais apportés? Bon! Ne m'en a-t-il pas fallu donner 2 millions au gouverneur de Buenos Aires pour avoir la permission de reprendre mademoiselle Cunégonde? Et un pirate ne nous a-t-il pas bravement dépouillé
Saint Pilate ne nous a-t-il pas menés au Cap des Matapans, à Milo, à Nicarie, à Petra, à Samos, aux Dardanelles, à Marmora, à Scutari? Que d'épouvantables calamités enchaînées les unes aux autres. Mais après tout, j'ai encore quelques diamants. Je délivrerai aisément Cunégonde. C'est bien dommage qu'elle soit devenue si laide. On arriva en peu de jours sur le canal de la mer Noire. Candide se jeta dans une galère avec ses compagnons pour aller sur le rivage de la Propontide chercher Cunégonde, quelque laide qu'elle pût être. Il y avait dans la chiourme 2 forçats qui ramaient fort mal et à qui le levanti patron appliquait de temps en temps quelques coups de nerf de bœuf sur les épaules nues. Candide s'approche d'eux avec pitié. Quelques traits de leur visage défigurés lui parurent avoir un peu de ressemblance avec Pangloss et avec ce malheureux jésuite, ce baron, ce frère de mademoiselle Cunégonde. Il les considéra encore plus attentivement. En vérité, si je n'avais pas vu pendre le docteur Pangloss, et si je n'avais pas eu le malheur de tuer le baron, je croirais que ce sont eux qui rament dans cette galère. Quoi? C'est Candide, disait l'un des forçats. Quoi? C'est Candide, disait l'autre forçat. Est-ce un songe? Vais-je? Suis-je dans cette galère? Est-ce là le baron que j'ai tué? Est-ce la maître Pangloss que j'ai vu pendre? C'est nous-mêmes! C'est nous-mêmes! Hé, monsieur le levanti patron, combien voulez-vous d'argent pour la rançon de monsieur de Thundertentronck, un des premiers barons de l'Empire, et du docteur Pangloss, le plus profond métaphysicien d'Allemagne? Chien de chrétien! Puisque ces 2 chiens de forçats chrétiens sont des barons et des métaphysiciens, ce qui est sans doute une grande dignité dans leur pays, t'en m'en donnera 50 000 séquins. Candide n'hésita pas. Pardon, mon révérend père, de vous avoir donné un grand coup d'épée au travers du corps. Bon, n'en parlons plus. Je fus un peu trop vif chez la foule. Mais, puisque vous voulez savoir par quel hasard vous m'avez trouvé au galère, je vous dirai qu'après avoir été guéri de ma blessure par le frère apothicaire du collège, je fus nommé pour servir d'aumônier à Constantinople. Il n'y a fait pas 8 jours que j'étais entré en fonction quand je trouvais sur le soir un jeune icoclan très bien fait. Bon, il faisait chaud et les jeunes hommes voulurent se baigner. J'ai pris cette occasion de me baigner aussi. Je ne savais pas que c'était un crime capital pour un chrétien d'être trouvé tout nu avec un jeune musulman. Et on me condamna au galère. Mais vous, mon cher Pangloss, comment se peut-il que je vous revoie? Il est vrai que vous m'avez vu pendre. L'exécuteur des hautes œuvres de la Sainte Inquisition brûlait à la vérité les gens à merveille, mais il n'était pas accoutumé à pendre. La corde était mouillée et glissa mal, elle fut nouée. Enfin, j'ai respiré encore et je fus sur pied au bout de 15 jours. Je me mis au service d'un marchand vénitien et je le suivis à Constantinople. Un jour, il me prit la fantaisie d'entrer dans une mosquée. Il n'y avait là qu'un vieil imam et une jeune dévote très jolie qui disait ses patenaux. Sa gorge était toute découverte. Et elle avait entre ses 2 tétons un joli bouquet de tulipes. Elle laissa tomber son bouquet. Je le ramassai et je lui remis, avec un empressement très respectueux. L'imam se mit en colère. Il crie à l'aide, à l'aide. On m'envoya aux galères
et je fais enchaîner précisément dans la même galère et au même banc que monsieur le baron. Hein? Eh bien, mon cher Pangloss, quand vous avez été pendu et que vous avez ramé aux galères, avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde? Ah, je suis toujours dans mon premier sentiment. Car enfin, je suis philosophe. Il ne me convient pas de me dédire. Leibniz ne pouvant avoir tort, et l'harmonie préétablie étant d'ailleurs la plus belle chose du monde, aussi bien que le plein et la matière subtile. Tandis que Pangloss, Candide, Martin et Cacambo contaient leurs aventures, ils abordèrent sur le rivage de la Propontide. Les premiers objets qui se présentèrent à eux furent Cunégonde, et la vieille qui étendait des serviettes sur des ficelles pour les faire sécher. Le baron pâlit à cette vue. Le tendrement Candide en voyant sa belle Cunégonde, Embruni, les yeux éraillés, la gorge sèche, les joues ridées les bras rouges, et écaillés, recula de 3 pas, saisi d'horreur. Cunégonde embrassa Candide Et son frère, on embrassa la vieille. Cunégonde fit souvenir Candide de ses promesses avec un ton si absolu que le bon Candide n'osa pas la refuser. Il signifia donc au baron qu'il allait se marier avec sa sœur. Jamais je ne souffrirai n'est-elle pas cessée de sa part. Et n'est-elle insolente, c'est-elle la faute? Cette infamie ne me sera jamais reprochée. Jamais ma sœur n'épousera qu'un baron de l'Empire. Maître fou, je t'ai réchappé des galères. J'ai payé ta rançon. J'ai payé celle de ta sœur. Elle l'avait ici des écuelles. Elle est laide. J'ai la bonté d'en faire ma femme. Et tu prétends encore t'y opposer. Je te retuerais si j'en croyais ma colère. Eh ben, tu peux me tuer encore, mais tu n'épouseras pas ma sœur. Dans le fond de son cœur, Candide n'avait aucune envie d'épouser Cunégonde. Mais l'impertinence extrême du baron le déterminait à conclure le mariage le plus vite. Et Cunégonde le pressait si vivement qu'il ne pouvait s'en dédire. Il était tout naturel d'imaginer qu'après tant de désastres, Candide, marié avec sa maîtresse, mènerait la vie du monde la plus agréable. Mais il fut tant friponné qu'il ne lui resta plus rien qu'une petite métairie. Sa femme, devenant tous les jours plus laide, devint acariâtre et insupportable. La vieille était infirme et fut encore de plus mauvaise humeur que Cunégonde. Cacambo, qui travaillait au jardin et qui allait vendre les légumes à Constantinople, était excédé de travail et maudissait sa destinée. Pangloss était au désespoir de ne pas briller dans quelque université d'Allemagne. Pour Martin, il était fermement persuadé qu'on est également mal partout. Il prenait les choses en patience. Pangloss, Candide et Martin disputaient quelquefois de métaphysique et de morale. Quand on ne disputait pas, l'ennui était excessif. Un jour, la nouvelle s'était répandue qu'on venait d'étrangler le mufti de Constantinople. Alors, cette catastrophe faisait partout un grand bruit pendant quelques heures. Pangloss, Candide et Martin demandèrent à un bon vieillard comment se nommait ce mufti. Je n'en sais rien, répondit le bonhomme. J'ignore absolument l'aventure dont vous me parlez. Oh,
Je présume qu'en général, ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement. Et qu'ils le méritent. Mais vous savez, je ne m'informe jamais de ce qu'on fait à Constantinople, moi. Je me contente d'y envoyer vendre les légumes du jardin que je cultive. Vous devez avoir une vaste et magnifique terre. Oh non, non. Je n'ai que 20 arpents. Je les cultive avec mes enfants. Le travail éloigne de nous 3 grands maux. L'ennui, le vice et le besoin. Candide fit de profondes réflexions sur le discours du vieil homme. Je crois qu'il faut cultiver notre jardin. Toute la petite société entra dans ce louable dessein. Chacun se mit à exercer son talent. La petite terre rapporta beaucoup. Cunégonde était à la vérité bien laide, mais elle devint une excellente pâtissière. La vieille eut soin du linge. Et Pangloss disait quelquefois à Candide: Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée à monsieur le baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos trésors du bon pays d'Eldorado, eh ben, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. Voilà qui est bien dit. Mais il faut cultiver notre jardin. Merci de votre écoute déjà, et je voulais juste, avant de se quitter, vous dire une petite citation de Voltaire que j'ai trouvée de circonstance. Voltaire avait une citation qui disait: que répondre à un homme qui est sûr de gagner le paradis en vous égorgeant?